Bonjour à tous, je suis Claire Quétanfinet, avocate au barreau de Versailles. Avant, j'étais enseignant en droit dans différentes universités et cette activité qui me plaisait beaucoup me manque un peu, même si je suis heureuse d'être avocat et que ce métier me passionne. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser une série de vidéos pour vous exposer des points de droit qui sont finalement relativement simples mais qui posent souvent des difficultés aux étudiants en première année ou même après et notamment en matière méthodologique, parce que la méthodologie du droit est particulière, très spécifique, on ne l'apprend pas au lycée, si bien qu'arrivés à l'université, les étudiants sont parfois un peu déboussolés, et les précisions méthodologiques sont importantes, elles s'imposent, d'autant plus que la rigueur dans la méthodologie participe à la note finale et donc à l'obtention d'une meilleure note. Alors aujourd'hui, on commence par la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, c'est un exercice qui est très simple et qui, une fois que la méthodologie est comprise, sera réalisé en quelques minutes seulement. Mais il faut bien l'appréhender. Moi, je me souviens que ma première fiche d'arrêt, j'avais mis 3 heures à la faire parce qu'à cette époque, l'Internet n'existait pas. On ne nous avait pas bien expliqué comment ça fonctionnait une fiche d'arrêt, si bien que voilà, j'avais passé un temps fou sur un exercice aussi simple. Alors, qu'est-ce qu'un arrêt? Un arrêt, en général, on vous les distribue dans les fiches de TD. C'est un document qui transcrit la décision d'une juridiction. Donc, en général, en droit privé, c'est une décision de la Cour de cassation. Donc les arrêts se présentent comme ça. Ce qui est très important, c'est le petit paragraphe en haut. Alors là, c'est présenté comme ça, mais ça peut être présenté un peu différemment, peu importe. Vous avez des informations essentielles à cet endroit. Vous avez la juridiction. Donc ici, on a Cour de cassation, la chambre. Ici, c'est la chambre sociale, mais ça pourrait être la chambre commerciale, la chambre criminelle ou une des 3 chambres civiles. Première chambre civile, deuxième chambre civile ou troisième chambre civile. Vous avez ensuite la date de l'arrêt, c'est essentiel, c'est ce qui va vous permettre de retrouver la décision et de la situer dans un contexte jurisprudentiel. Et vous avez aussi le numéro de pourvoi. Aujourd'hui, c'est une référence qui est devenue incontournable parce que quand on recherche une décision de la Cour de cassation, on ne va plus consulter le bulletin civil, c'est regrettable, avant on allait dans la bibliothèque et c'était très sympathique, mais aujourd'hui ça se passe plus comme ça, on va sur Légifrance et avec le numéro de pourvoi, on parvient à trouver instantanément la décision. Et puis vous avez également la mention de savoir si la décision est ou non publiée au bulletin. Et ça aussi c'est une référence importante, on en discutera tout à l'heure. Alors comment se présente la fiche d'arrêt maintenant, c'est-à-dire le document que vous devez rédiger à partir de l'arrêt? Eh bien la fiche d'arrêt c'est un document qui se présente comme ça, c'est-à-dire réellement comme une fiche. Et ça c'est important. Alors moi je vous conseille d'indiquer en haut fiche d'arrêt, c'est le titre de tel document. Donc là, on a par exemple document 2, fiche d'arrêt. Et il y a plusieurs catégories dans cette fiche. Elles sont donc au nombre de 6 et les 6 catégories doivent être renseignées. Elles sont toutes importantes. Alors, première catégorie, ce sont les références de l'arrêt. C'est une catégorie extrêmement simple. En principe, on ne peut pas se tromper dans les références, sauf erreur d'inattention qui malheureusement arrive. Et dans cette catégorie référence, on va indiquer la juridiction. Cour de cassation, Conseil d'État, Cour d'appel de telle ville. Sachez qu'il n'y a qu'une seule Cour de cassation. Bon, elle se situe à Paris, vous pouvez aller devant et c'est très joli, mais donc on n'indique pas Cour de cassation de Paris, parce qu'il n'y en a qu'une. De même pour le Conseil d'État, un seul Conseil d'État. En revanche, il y a plusieurs cours d'appel, plusieurs cours administratives d'appel. Donc là, on indique la ville. Une fois qu'on a indiqué la juridiction, on indique la chambre. En ce qui concerne la Cour de cassation, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs chambres, donc on l'indique. On indique ensuite la date, très important. Le numéro de pourvoi. Si l'arrêt est très célèbre, on indique aussi son nom. Vous avez certains arrêts qui sont renommés, comme par exemple l'arrêt Chronopost. Alors, vous allez en entendre parler, l'arrêt Chronopost, il est très important, donc à ce moment-là, on marque arrêt Chronopost. Mais à part ce genre d'arrêt particulier, en droit privé, on n'indique pas le nom de l'arrêt, c'est pas nécessaire. Et on indique aussi si l'arrêt est publié au bulletin. Si l'arrêt est publié au bulletin, ça donne une indication sur la valeur de l'arrêt. Quand la Cour de cassation choisit de publier un arrêt au bulletin, ça veut dire qu'elle veut lui donner une portée, une publicité particulière et donc ça veut dire qu'il est important. Voilà. Elle n'en publie au bulletin qu'un certain nombre.
Voilà, sinon, s'il n'est pas publié au bulletin, on indique inédit. Ça veut dire qu'il n'est pas publié au bulletin. On peut quand même le trouver sur Légifrance naturellement, mais il n'a pas été sélectionné parmi les arrêts les plus importants. Donc ça vous donne ceci pour les références de l'arrêt. Ensuite, on a la catégorie les faits. Alors les faits, ça commence à se complexifier un tout petit peu. Dans les faits, il va falloir reprendre les faits qui sont donnés dans l'arrêt. Donc là, il ne s'agit pas d'aller faire des recherches extrêmement compliquées pour aller trouver des faits supplémentaires, c'est pas nécessaire, on se contente des faits qui sont présentés dans l'arrêt, mais par contre, il faut les retravailler. Il faut en aucun cas recopier l'arrêt. Ça, stupide, nul, zéro. Hein. Donc ça, non. On prend les faits donnés dans l'arrêt et on va faire ce qu'on appelle la qualification juridique des faits. Jamais on ne donne dans une fiche d'arrêt des noms propres. Ah, ça non, c'est très grave, c'est totalement inutile et vous seriez sanctionné pour ça. Ni de Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z non plus. Effet attendu complètement loupé. Donc ça non. En revanche, Monsieur Z va devenir le salarié ou bien l'acquéreur ou le vendeur, le co-contractant, le voisin. Enfin, on va lui donner une qualité. Parce que c'est cette qualité qui provoque une qualification juridique, qui va permettre ensuite de le faire rentrer dans une catégorie de texte de loi et d'appliquer un texte de loi. Donc c'est ça qu'on veut voir. Donc là par exemple, moi c'est un arrêt de la chambre sociale, donc mes faits commencent par un salarié. Voilà. Donc mais voilà, ça pourrait être n'importe quel type, et si vraiment il n'y a pas de qualification particulière, à ce moment-là on marque un individu ou un homme ou une femme, voilà. Mais c'est finalement relativement rare. Donc on essaie de décrire les faits de manière succincte, pertinente. On va ne donner que les éléments qui ont un intérêt pour l'affaire. Donc là par exemple dans mon arrêt du 17 mai 2005, les faits sont les suivants. Un salarié a été licencié pour faute grave à la suite de la découverte sur l'ordinateur mis à sa disposition d'un ensemble de dossiers personnels au contenu étranger à ses fonctions et dénommés perso. Alors, tout ça, c'était dans l'arrêt. L'employeur, donc là encore, c'est pas Monsieur Z, c'est l'employeur, parce que c'est ça sa qualité juridique, avait pris l'initiative de consulter le disque dur du dit ordinateur après avoir trouvé des photos érotiques dans le tiroir du bureau de son salarié. Celui-ci conteste son licenciement. Et on s'arrête là. Dans les faits, on ne retranscrit que les éléments qui ne sont pas contestés. À partir du moment où on s'engage dans l'argumentation juridique, ce ne sont plus des faits. Je vous rappelle que la Cour de cassation, elle ne juge qu'en droit et pas en fait. Donc les faits qui ont été admis par les juges de première instance sont tenus pour vrais. On ne les remet pas en cause. Donc ça, c'est la base. On part de ça. Ce sont les faits. Voilà ce qu'on peut dire sur les faits. Est-ce que j'ai oublié de vous indiquer quelque chose? Non, ça va. Voilà. Donc les faits se présentent comme ceci. Parfois c'est long, parfois c'est court, mais en tout cas, il faut que ce soit complet, précis, sans faute d'orthographe, évidemment. Ensuite, on passe à la catégorie procédure. Ça, c'est une catégorie relativement simple. La procédure retrace les éléments... enfin plutôt les événements qui se sont déroulés antérieurement à l'arrivée de l'affaire devant la Cour de cassation. Donc, en général, il y a eu une première instance, une décision de la Cour d'appel, un pourvoi, et on arrive devant la Cour d'appel. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'affaire est jugée en première instance, on n'a pas de possibilité de faire appel, et c'est directement la Cour de cassation qui est saisie. Ça, c'est dans les petites affaires qui sont jugées par le tribunal d'instance. À ce moment-là, il n'y a pas d'appel possible. Voilà. Mais en général, il y a une décision de cour d'appel. Attention, on n'a pas forcément connaissance de la date de la première instance. Parfois, on ne sait que la date de l'arrêt d'appel. Donc dans ce cas, c'est ce qu'on indique. Et là, vous voyez, dans le bas de la décision, c'est indiqué « Décision attaquée, Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2002 ». Donc c'est ce qu'on va indiquer dans la catégorie procédure. Alors voilà moi ce que j'ai mis. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 novembre 2002, déboute le salarié de sa demande. Donc on va décrire ce qu'a fait la Cour d'appel,
le salarié se pourvoit en cassation. Il n'était pas content, donc la chambre sociale casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire. Voilà, donc dans la procédure, c'est important aussi de donner la solution de la cour de cassation. On sait déjà, il ne s'agit pas de se ménager un suspense, ce n'est pas le but, donc on va dire d'ores et déjà ce que la cour de cassation a choisi de faire. Voilà, alors si vous n'avez pas de connaissance sur la décision de première instance, vous ne le mettez pas, vous partez directement de la cour d'appel puisque c'est ce que vous devez faire. Alors, attention au vocabulaire, là il y a un peu de technique juridique à connaître. La cour d'appel, elle a débouté le salarié de sa demande, elle a rejeté sa demande, elle a au contraire fait droit à la demande de telle partie. Voilà du vocabulaire. Vous avez parfois dans l'arrêt une mention qui va dire la cour d'appel dans un arrêt confirmatif ou dans un arrêt infirmatif. Donc dans ce cas-là, vous savez comment les juges de première instance ont jugé, ont statué. Donc à ce moment-là, on le dit. La cour d'appel dans un arrêt confirmatif, ça veut dire que tous les juges de première instance étaient d'accord, ou alors au contraire dans un arrêt infirmatif, ça veut dire qu'elle avait pris une décision différente de celle des premiers juges qui avaient statué sur l'affaire. Voilà, la cour de cassation, soit elle rejette le pourvoi, ce qui signifie qu'elle va dans le même sens que la cour d'appel, puisqu'il y a la cour d'appel qui est statuée. S'il y a un pourvoi, ça veut dire que le mécontent se pourvoit en cassation, et là la cour de cassation a le choix. Soit elle accueille le pourvoi, donc elle va à l'encontre de la décision de la cour d'appel, soit elle rejette le pourvoi, et dans ce cas elle confirme la cour d'appel. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Et alors si elle accueille le pourvoi, elle casse l'arrêt de la cour d'appel, et généralement, donc elle dit la cour d'appel s'est trompée, et elle va renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel qui, elle, va être invitée à statuer donc dans le sens différent, dans un sens opposé à celui de la première cour d'appel. Donc elle est invitée à aller dans le sens de la décision de la cour de cassation. Voilà pour la procédure. Donc la procédure, c'est finalement quelque chose de relativement bref, mais qui est important parce que ça donne des indications sur l'affaire. Voilà pour la procédure. Alors, ensuite, on passe à une catégorie plus délicate, ce sont les thèses en présence. Alors, dans l'arrêt de la Cour de cassation, en général, la Cour de cassation va développer une des thèses en présence. Attention, elle développe la thèse qu'elle va casser. D'accord ? Ne confondez pas la thèse développée avec la solution, parce que là, c'est un contresens total, et malheureusement, ça arrive. Donc, si vous m'avez suivi, si c'est un arrêt de rejet, ça veut dire qu'elle rejette le pourvoi, elle n'est pas d'accord avec le pourvoi, donc elle développe le pourvoi pour dire ensuite, mais non, le pourvoi se trompe, je confirme l'arrêt de la cour d'appel. Donc dans ces cas-là, dans les thèses en présence, on va développer le pourvoi. En revanche, si c'est un arrêt de cassation, la cour de cassation, elle casse l'arrêt de la cour d'appel, donc dans son arrêt, elle va développer la position de la cour d'appel, elle explique ce que la cour d'appel a dit, et puis après elle dit, mais non, la cour d'appel s'est trompée, elle casse l'arrêt de la cour d'appel, et ensuite elle indique sa solution qui généralement reprend le pourvoi. D'accord ? Donc ça c'est important. Donc là, par exemple, dans mon arrêt, toujours le même, c'est un arrêt de cassation. Donc, forcément, dans les thèses en présence, j'ai développé la position de la cour d'appel. La cour d'appel confirme le licenciement pour faute grave. Elle considère que la présence de photos érotiques dans le bureau du salarié caractérise une circonstance exceptionnelle, justifiant le contrôle du disque dur de l'ordinateur de son salarié en dehors de sa présence. Voilà. Donc là, pas de nom propre, pas d'éléments superflus, on va au droit. Enfin, c'est ce qui nous intéresse, le fond de l'affaire ne nous intéresse pas, on veut la solution. D'accord ? Ça, c'est pour les thèses en présence. Si vous avez quelques éléments sur le pourvoi, eh bien vous l'indiquez, c'est moins nécessaire.
Le problème de droit ensuite. Alors, le problème de droit, c'est toujours une question formulée de manière fermée. Ça veut dire qu'on doit pouvoir y répondre par oui ou par non. Indispensable. Elle est parfois un peu longue. C'est un exercice de style, rédiger un problème de droit, parce que parfois il faut rajouter des éléments pour que tout soit contenu dedans. Donc c'est pas évident. Mais il ne faut pas non plus en faire une montagne, parce que je vais vous donner un moyen pour trouver le problème de droit. Alors, en fait, le problème de droit, on formule sous forme de question le problème qui s'est posé à la Cour de cassation et à laquelle la Cour de cassation a trouvé une réponse. Ça veut dire que, en général, pour formuler le problème de droit, vous prenez la solution de la Cour de cassation et vous la formulez sous forme interrogative. Vous faites un petit nettoyage littéraire pour que ce soit audible et c'est votre problème de droit. Principalement, c'est ça. Il faut réussir à pointer vraiment l'intérêt de l'arrêt, l'apport juridique de l'arrêt sous forme de question. À quelle question cet arrêt répond-il et donc à quel titre nous intéresse-t-il? Voilà, donc il faut qu'il soit ni trop large ni trop précis. Après, bon, s'il y a énormément d'exceptions, vous les rédigerez dans la solution. Il ne s'agit pas non plus de faire 8 lignes parce que là, ça devient complètement illisible. Mais voilà, faut trouver la bonne, juste le bon équilibre et ça vient aussi avec le temps. Quand vous aurez fait 200 fiches d'arrêt, ça sera pour vous extrêmement simple. Alors là, par exemple, dans mon arrêt du 17 mai 2005, le problème de droit, c'est celui-ci. L'employeur peut-il consulter les fichiers personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition de son salarié? Voilà, c'est ça le problème de droit. On se demande, est-ce que l'employeur peut consulter des fichiers qui sont sur l'ordinateur professionnel d'un salarié, même si ceux-ci sont indiqués comme personnels? Voilà, c'est ça. Finalement, c'est à cette question que la Cour de cassation a voulu répondre. Donc, pas de nom propre, en reste général, et on formule une belle question. Enfin, dernière catégorie de la fiche d'arrêt, la solution. Eh bien, tout simplement, on va indiquer quelle est la solution que la Cour de cassation a trouvée à ce problème. Donc, en général, moi j'aime bien quand on commence par la Cour de cassation répond positivement ou bien négativement à cette solution, à cette question, pardon. Et puis après, évidemment, on développe. On indique, on reprend la solution présente dans l'arrêt. On l'explique. Très important, parce qu'il faut que le correcteur voit que vous avez compris la solution. Et on va présenter les exceptions ou les éventuelles précisions à apporter. Alors par exemple ici, la Cour de cassation répond négativement à cette question. Voilà quelque chose que vous aurez appris aujourd'hui. Elle déclare que l'employeur ne peut ouvrir les fichiers informatiques identifiés comme personnels par le salarié, à moins, donc exception, que celui-ci ne soit présent ou ait été appelé, ou, autre exception, en cas de risque ou d'événement particulier. Toutefois, la découverte de photos érotiques dans le bureau du salarié ne constitue pas un événement particulier susceptible de renverser le principe du respect de la vie privée du salarié. Voilà, donc dans cette solution, tout est dit. On voit qu'il y a un principe, il y a une exception, mais en l'espèce, le fait que l'employeur ait découvert des photos érotiques dans le bureau du salarié, ça ne constitue pas le fameux événement particulier qui pourrait justifier de renverser le principe de respect de la vie privée du salarié. Voilà. Donc, si vous avez bien compris ça, vous savez parfaitement faire des fiches d'arrêt, et c'est très bien, parce que non seulement vous savez faire des fiches d'arrêt, mais vous savez aussi réaliser l'introduction du commentaire d'arrêt qui n'est qu'une fiche d'arrêt rédigée. Mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo.